In 5, 4, 3, 2, 1. Guess who's back? 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 Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique. Ça faisait longtemps, presque un an. Avant toute chose, pourquoi est-ce que les critiques se sont arrêtées comme ça d'un coup? Je ne ressentais plus l'envie d'en faire. Et voilà, tout simplement. Récemment, l'envie m'est repris, enfin l'envie m'est revenue. Tout pour la simple et bonne raison que il va y avoir beaucoup de changements sur la chaîne. Que ce soit en termes en niveau de Blue Review va un brin changer, de nouvelles émissions qui vont arriver que je suis en train de mettre en place, beaucoup de choses. Pour 2016 j'ai pris une bonne résolution, je serai beaucoup plus productif, oula, non pas de lapsus, beaucoup plus productif sur ma chaîne que je n'ai pu l'être en 2015. Le premier film qui sera concerné par cette critique sera Harry Potter à l'école des sorciers. Alors pourquoi je vous montre le Blu-ray? Bien parce que c'est très simple, désormais sur ma chaîne, il va y avoir des critiques qui auront un but plus que de vous parler de films, de vous donner mon avis sur des films. Ça va être le cas en fait des critiques qui vont arriver dans la semaine. Les critiques qui vont arriver dans la semaine, en fait, vous aurez une critique par jour pendant 8 jours, et chaque critique sera sur un des films de la saga Harry Potter, donc dans l'ordre évidemment. Tout simplement parce que la saga Harry Potter, j'ai beaucoup de choses à dire dessus dans Blue Review. Voilà. Ça, on va en parler. Alors du coup, vous allez sûrement me dire, mais pourquoi tu nous fais une critique, pourquoi je fais des critiques en fait des films dont je vais parler dans Blue Review? Parce que justement, en fait, maintenant, je ne veux plus parler des films dans Blue Review, je veux parler des Blu-ray. J'avais fait ça un petit peu dans, dans mon premier vrac de Blu-ray, je donnais un peu mon avis sur les films et je trouve que ça rajoutait en longueur pour rien. Et en fait, du coup, je passais en surface sur des films que j'aimais beaucoup, et sur lesquels j'aurais pu dire beaucoup de choses. Je veux dire, sur les 3 films que je vous ai présentés dans le premier Blue Review, il y avait Prédestination, The Grand Budapest Hotel et Dredd. J'aurais pu vous dire beaucoup plus de choses si j'en avais fait une critique, mais je voulais garder l'émission dans un format court, du coup j'en ai pas fait. Maintenant du coup en fait, je vais tout simplement faire les critiques des films que je vais vous présenter dans le Blue Review. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, je commence à faire tout de suite la saga Harry Potter. Ça ne veut pas dire que le Blue Review sur la saga Harry Potter va arriver dans les semaines qui viennent. Si je le fais maintenant, c'est pas envie parce que je me suis refait tous les films récemment et j'ai encore vraiment les idées très claires à ce niveau-là. Maintenant, j'ai vraiment mon avis définitif sur la saga. Donc, tant que c'est chaud, voilà, je voulais vous faire les critiques sur les films. Mais voilà, donc le Blue Review sur Harry Potter n'arrivera pas forcément dans les semaines qui viennent. Parce que pour l'instant, j'ai déjà 2 Blue Reviews sur le four. Il y a celui sur Bref qui est en train d'être monté. Et je suis en train d'écrire celui sur Birdman. Parce que oui, je vais consacrer un seul Blue Review sur Birdman, malgré le fait que j'ai que le Blu-ray, on va dire, en version simple. Parce que je vais m'éclater un petit peu à le faire en fait. Voilà, maintenant vous savez, donc oui, maintenant ouais, voilà, je fais les critiques pour des films aussi que j'ai déjà vus, dont j'ai envie de vous parler. C'est-à-dire que là, j'ai pas mal de Blu-ray, là, vous pouvez le voir un petit peu derrière. Voilà, j'ai pas mal de trucs dont j'ai envie de vous parler, pas forcément pour préparer des Blu-ray, Blu-review, mais aussi parce que c'est des films que j'aime et que c'est généralement des films en fait que j'avais vus jeune et sans forcément mon regard, on va dire, d'étudiant en cinéma. Enfin, étudiant, ça reste une option CAV, hein, mais d'étudiant en cinéma, et puis il n'y avait pas toute ma culture derrière, ne serait-ce que les Matrix, hein. Récemment, je me suis refait la trilogie avec vraiment un regard neuf de cinéphile, et j'ai vraiment dire qu'à la base j'adorais cette saga, je l'aime encore plus. Donc voilà, tout simplement aussi parce que des fois il y a des gens encore de mon âge, hein, qui n'ont pas vu ces films. Matrix et ça, je connais des gens de mon âge qui n'ont pas vu Matrix, qui n'ont pas vu les The Schiller et tout ça, et ces gens de mon âge, donc du coup je me dis, s'ils l'entendent par des gens qui ont 25-30 ans, ils sont pas forcément réceptifs. Par contre, si c'est des gens de leur génération, ils vont peut-être dire, ah bah tiens, si ça a plu à un mec de mon âge, peut-être que ça me plaira à moi. Voilà, on est toujours dans cette optique pour les critiques de partager, de vraiment vouloir faire découvrir des choses, même qui sont pourtant globalement connues, mais qui ont tendance à l'être de moins en moins au fur et à mesure que les générations se déroulent en fait. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, je le dis. Donc on va commencer tout de suite avec donc Harry Potter 1 à l'école des sorciers, réalisé par Chris Columbus.
réalisé par Chris Columbus, sorti, je ne sais, il me semble qu'il est sorti en 1997. Non, je vais pas aller vérifier la date, hein, il est sorti. C'est un fait, il est sorti. Avec, bon, je vais pas rappeler tous les rôles parce qu'on les connaît tous, hein. Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, le regretté Alan Rickman, qui nous a quittés il y a presque une semaine. Euh, et puis plein d'autres acteurs incroyables, Richard Harris, Maggie Smith. Vraiment, la liste des acteurs présents dans ce film est beaucoup trop longue, donc je vais pas la faire. Je dois dire que j'avais. Là, je vais parler vraiment par rapport à quand. Parce que c'est vrai que le premier Harry Potter, je l'ai vu il y a très longtemps et maintenant je l'ai revu maintenant très récemment. Je me souvenais pas d'un film. Non, je vais être plus précis. Je me doutais pas que le film était aussi bon. C'est-à-dire que d'après les souvenirs que moi j'avais avant que je re-regarde le film, je pensais que le film allait être très bas de gamme, très simplé au niveau de sa réalisation, au niveau de son design et de ça. Et en fait, pas du tout. J'ai été assez pris à mon propre jeu. Mais il y a quand même un truc qui me chiffonne, mais j'y reviendrai plus tard. Donc du coup, non, la réalisation, ouais, n'est vraiment pas aussi bâclée que j'aurais pu le penser. Ça a été donc réalisé par Chris Columbus qui avait été connu à l'époque pour Home Alone. Il me semble que le titre en français c'est Maman j'ai raté l'avion. Et, et voilà, tout simplement, en fait, je crois qu'il n'était pas connu pour autre chose. Et je suis assez perplexe en ce qui concerne la réalisation de ce film. Parce que d'un côté, en fait, tout dans le film sent le conte de fées, sent le féerique. Ne serait-ce que même les menaces on va dire les plus dangereuses pour les héros, notamment la forêt interdite, elle a un côté très féerique. Vous savez, c'est très vide, il n'y a que des arbres et de ça, c'est brumeux. On n'est clairement pas face à la forêt interdite qu'on peut avoir dans les derniers épisodes de la saga. Donc ouais, un côté très féerique, mais en même temps, on ne pouvait pas faire le film autrement. À l'époque où le film est sorti, les livres étaient encore très jeunes, dans le sens où voilà, ils étaient vraiment parus depuis très peu de temps, et le public était au moins aussi jeune que les acteurs. Donc c'est vrai que même si il y a des événements assez graves et sérieux qui se déroulent dans le film, je dirais pas qu'ils sont entachés par le côté féerique du film, mais clairement certaines scènes diminuent en impact. Ne serait-ce que la scène, la scène des échecs où Ron se retrouve à terre. C'est clairement pas la. Je pense que si on avait pris par exemple, si David Yates, qui a donc réalisé les derniers épisodes de la saga, avait réalisé cette scène, ça aurait été une scène beaucoup plus dramatique. Même si Rupert Grint était à l'époque un gosse, je pense que ça aurait été une scène beaucoup plus dramatique. Sauf que là, Chris Columbus a fait une réalisation assez féerique. Du coup, la scène, on sent que c'est grave ce qui vient de se passer, mais on sent aussi qu'il va s'en remettre. Et du coup, ça casse un peu le truc. Bon, après, évidemment qu'il va s'en remettre parce que on avait déjà. Après, moi, je connaissais déjà les 7 autres. Enfin, il y a 7 autres films avec le mec dedans, donc forcément. Après, peut-être qu'à l'époque, ça ne choquait pas forcément que la réalisation était comme ça. Mais en fait, ça fait qu'en fait, en termes de réalisation, le film a assez vieilli. C'est-à-dire que, et pas en bien. Évidemment, déjà, ça n'est pas du tout raccord avec le reste de la saga. C'est vraiment. Beaucoup disent que c'est le quatrième opus. Le prisonnier d'Azkaban qui se démarque le plus. Je trouve qu'en fait, les deux premiers se démarquent vraiment le plus des 6 autres, parce que les deux premiers donc, sont réalisés par Chris Columbus et il y a vraiment un côté très enfantin dans la réalisation, vraiment dans tout, dans les dialogues, dans tout. Même les sujets graves sont beaucoup mieux traités dans le 2, mais là le 2 n'est pas le sujet, on va essayer de se concentrer sur 1. Mais oui, même les événements graves sont, je vais pas dire très mal rendus, mais leur impact est vraiment diminué à cause de l'imagerie féerique du film. Mais néanmoins, l'imagerie, la photographie du film et de ça est vraiment belle. Il y a vraiment de très beaux plans, des plans tout cons des fois, mais qui sont très efficaces en termes de beauté de ça. Ne serait-ce que le plan où quand Harry, Ron et Hermione sont dans les escaliers changeants. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène, c'est un petit truc tout con, hein. Mais en fait, quand l'escalier change, la caméra est fixée sur l'escalier et du coup en fait, on a l'impression que c'est
comment dire, que c'est l'école tout entière qui bouge. Et du coup, ça crée vraiment un bon effet de décalage et de ça par rapport aux personnages qui ne savent pas ce qui se passe. Et nous aussi, c'est vrai que ça fait très bizarre de voir l'école bouger, mais pas les escaliers. Et du coup, l'effet rend plutôt bien. Et puis aussi, même si la forêt interdite est vraiment rendue en mode très féerique dans le film, le plan où on voit Harry, Drago et Hagrid marcher dans la forêt, qui est un plan très éloigné, on les voit en tout petit avec les arbres gigantesques, c'est un plan qui est vraiment très beau, c'est vraiment je me souvenais pas d'un plan aussi beau. Même encore aujourd'hui dans la saga, je l'ai re-regardé et je trouve que c'est un des plans les plus beaux. Je sais pas pourquoi. Il n'a pas forcément de signification particulière en ce qui me concerne, il m'a pas forcément dire oh putain ça veut dire beaucoup de choses, mais le plan est juste beau. En ce qui concerne l'écriture, évidemment le travail alors je vais pas dire évidemment le travail d'adaptation a été génial. Je n'ai pas lu les livres Harry Potter, je devrais le faire c'est vrai, mais je les ai pas encore lus. Et en ce qui me concerne, mais d'après ce qu'on m'a dit, ça a été très bien adapté. Il y a quelques éléments qui sont évidemment passés à la trappe, mais je parle du principe que ça a été bien adapté parce que J.K. Rowling a été consultante sur le film. Donc, et quand on voit ce film-là ou même les autres, on sent qu'elle a compris que le cinéma et la littérature, c'était pas du tout le même média, c'était pas du tout le même public, qu'il fallait faire des coupes, qu'il fallait changer beaucoup de choses. Et chapeau parce que c'est un film qui est très bien écrit. Il y a des petits moments de drame, il y a des petits moments d'humour. En plus, c'est de l'humour à l'anglaise. La scène où le professeur Quirrell, vous savez, entre en trompe dans la salle de repas et commence à gueuler des trolls, un troll dans les cachots, un troll dans les cachots, qu'il s'arrête, silence complet, qu'il s'écroule, et qu'après il y a toute la salle qui part en panique. Ça, c'est vraiment un pur moment de comédie, vraiment que moi, c'est le genre d'humour que j'aime beaucoup. Et ça marchait à l'époque et ça marche encore très bien aujourd'hui. Ça, c'est ce qui est propre à l'humour anglais. Ça marche toujours l'humour anglais, ça ne se lasse jamais, on ne s'en lasse jamais. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'en lasse jamais. Et ça marche toujours aussi bien. En ce qui concerne les acteurs, j'avais un moins bon souvenir du jeu des acteurs. Et en fait, maintenant, je me rends compte que je parle des acteurs enfants, évidemment. Donc, vraiment, les élèves de Poudlard. Ça reste pour un premier film et de ça. Enfin, c'est pas. Il me semble que c'était pas le premier film de Emma Watson. En tout cas, elle avait une expérience dans le théâtre ou un truc dans le genre, il me semble. Mais en tout cas, pour ce qui est Daniel Radcliffe, Rupert Grint, que les autres élèves de Poudlard, je trouve ça plutôt bien joué pour leur âge. On n'est pas face à du Jack Lloyd de Star Wars, par exemple. On évitera d'en parler. Mais ça reste vraiment un jeu. On sent que même s'il y a des scènes où c'est pas forcément bon, on sent l'envie de faire bien. Et ça, je trouve ça, sur le principe, moi je dis cool. C'est-à-dire que les enfants étaient impliqués de ça, ils se sont pas dit ouais, c'est cool, je suis dans un film, je vais être célèbre. Non, non, on sent qu'à l'époque, les acteurs se disaient c'est un film, c'est sérieux, je vais faire de mon mieux, et ça se ressent à la caméra, et ça fait beaucoup de plaisir. En ce qui concerne les acteurs adultes, il y a rien à redire. Richard Harris, je le trouve vraiment très bon dans dans le Dumbledore féerique. Parce que c'est vrai que quand on compare le Dumbledore de Richard Harris au Dumbledore qui l'a remplacé après le décès de Richard Harris, et j'ai oublié son nom, désolé parce que c'est vraiment un bon Dumbledore lui aussi, mais meilleur que Richard Harris, je trouve. Enfin bref, Richard Harris joue vraiment bien. On sent c'est vrai que Jonathan faisait la réflexion dans C'est pourquoi j'ai raison des avatars. On sent que ça n'est pas un Dumbledore de légende, c'est un Dumbledore de conte de fées. Mais je trouve que ça colle en fait à la réalisation, à l'imagerie du film en général. Et du coup, moi j'ai rien à dire. Et je le trouve pas non plus grabataire en mode Alzheimer et de ça. Il fait plus pour moi la figure d'un vieux sage. Qui. Après, certains vont dire. Comment dire que oui, mais après, ouais, du coup, c'est pas forcément cohérent avec la suite. Ben justement, moi je trouve ça cohérent parce que dans le Mal 2, les événements qui se passent sont certes graves. Mais Dumbledore sait qu'il y a pire à venir. Donc pour l'instant, dans le 1 et le 2, on va dire, il reste en mode papy. Et c'est à partir du 3 qu'il commence à vraiment, de plus en plus, à devenir sombre et de ça. Je veux dire, moi je me rappelle du Dumbledore. Enfin, quand on nous a fait découvrir la face cachée de Dumbledore, qui a dit que Harry Potter devait mourir de ça. Quand même, on sentait dans le jeu d'acteur et de ça que ça le torturait que Harry Potter devait mourir. C'était quand même un Dumbledore beaucoup plus sombre que dans les deux premiers.
Et c'est une évolution constante en fait. Je veux dire, dans le 2, il est beaucoup plus sombre que dans le 1. Enfin, c'est vraiment, il devient de plus en plus sombre au fil de la saga parce que les événements le demandent. Donc moi je suis pas forcément contre un Dumbledore vraiment en mode un Dumbledore de conte de fées. Je trouve que même en fait que ça colle à la réalisation des deux premiers films et aussi tout simplement à l'évolution du personnage. Donc écoutez, je ne pense pas avoir fait. Ah si, je voulais parler des effets spéciaux qui n'ont pas du tout vieilli, je trouve. Vraiment, c'est incroyable. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, du technique d'effets spéciaux utilisés dans le film. Il y a de l'animatronique, je crois, il me semble qu'il y a de la marionnette aussi, des maquettes, du fond vert et de ça, des effets spéciaux par ordinateur. Il y a vraiment, 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 vraiment toutes les techniques qui ont été utilisées. Et ça fait que le film, que les effets spéciaux n'ont pas vieilli. Même la scène du troll, je trouve que ça reste relativement bien fait. Tout bêtement parce que, alors certes, à un moment, il est en complète CGI, quand on le voit entièrement. Mais vous savez, quand on a le plan rapproché sur sa tête, c'est de l'animatronics. Le plan où il tape avec la massue, c'est un robot aussi. Donc du coup, le sentiment de réel du troll, même encore aujourd'hui, est assez efficace. Le film n'a, je trouve, vraiment pas vieilli en ce qui concerne les effets spéciaux. Et quand même pour un film qui est aussi vieux que ça, pour un premier film Harry Potter, surtout parce qu'à l'époque on savait pas si ça allait marcher, je trouve ça vachement bien que le film puisse vieillir, parce que le film soit autant bien vieilli à ce niveau-là, parce que du coup on peut le faire découvrir à tout le monde. Et ça c'est vraiment cool. Pour moi c'est vraiment un bon film, pour moi un excellent film, ou un bon film ou même un excellent film, un des deux. C'est un film qui est intemporel. Moi je sais que Harry Potter, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder quand j'étais jeune, quand j'étais tout petit, quand il venait de sortir. J'ai repris du plaisir à le re-regarder là, là j'ai 18 ans, j'ai repris un immense plaisir à le regarder. Et je pense que dans 10-15 ans, je reprendrai du plaisir à le regarder. Et puis je ferai regarder ce truc-là par mes enfants aussi, enfin à mes enfants aussi, hein, évidemment. Parce que c'est foutement bien fait et ça ne vieillit quasiment pas. Peut-être un peu, oui, un petit peu au niveau de l'écriture et du jeu, parce que c'est vrai que maintenant on connaît les acteurs beaucoup mieux, comment dire, avec de meilleurs jeux et une meilleure écriture et de ça. Mais pour des gens qui ne découvrent pas la saga, ça fait pas vieux du tout quoi. Ça fait vraiment, c'est rien, ça fait nickel. C'est nickel. Si quelqu'un commence la saga maintenant, je vois pas comment il pourrait dire ça fait vieux, parce que ça a vraiment très bien vieilli. Donc voilà, écoutez, je pense avoir à peu près tout dit sur Harry Potter 1. J'espère que vous êtes content que je revienne sur les critiques. Je sais pas si j'ai été assez concis, si j'arrive à l'être maintenant. Je vais vraiment essayer de faire tout mon mieux pour être concis, pour dire les choses, pour éviter de me répéter de ça. La prochaine critique sera donc demain. Ce sera donc sur Harry Potter 2 et la chambre des... Donc Harry Potter et la chambre des secrets. Moi je fais partie de ces nazis qui disent Harry Potter 2 et la chambre des secrets, Harry Potter 3, le prisonnier d'Azkaban, etc. etc. Il faut que je perde cette habitude, je sais. Mais voilà, donc demain c'est Harry Potter et la chambre des secrets. Je donne pas d'heure précise, mais ce sera demain, ne vous inquiétez pas. Écoutez, vraiment, j'ai pris un immense plaisir à faire cette critique. Il y en aura maintenant, je vais essayer d'en faire plus souvent parce que j'ai envie d'en faire. J'ai beaucoup de choses à dire sur beaucoup de films. Peut-être même vous parler de séries, on verra. Les séries, je sais pas vraiment. À la limite, bon, je l'ai à la main parce que je l'ai regardé hier. Mais je pourrais très bien vous parler de ça parce que là, pour le cas de Sherlock, en fait, c'est des épisodes d'1h30. Donc, limite, je pourrais faire une critique par épisode. On verra bien. Mais il est clair que voilà, les critiques de films, ça revient, c'est de retour. Que ce soit pour préparer des Blue Reviews ou que ce soit pour couvrir des films qui viennent de sortir, ou pour mon propre plaisir, parce que j'ai envie de revoir des films et que de vous donner mon œil, dire un peu amélioré, ça, mon avis sur les films et vous les faire découvrir. Voilà. On reprend les critiques, on reprend les vidéos. Je vais finir cette vidéo par deux choses. Tout d'abord, tout simplement, merci Monsieur Rickman d'avoir interprété d'une manière aussi fabuleuse Severus Rogue. Le hasard a voulu que le jour de votre... Parce qu'en fait, je me suis fait un marathon de la saga, je me regardais un épisode par jour. Le hasard a voulu que je regarde l'épisode 7 partie 2 le jour de votre mort. L'épisode 7 partie 2 étant l'épisode où on apprend la vraie nature de votre personnage. Est-ce un hasard? Est-ce que c'était fait pour? Je sais pas. Il n'empêche que
merde, quelle performance, que ce soit dans ce film ou dans d'autres. Mais certains se souviendront de vous pour d'autres rôles. Moi, je me souviendrai de vous pour Severus Rogue, pour avoir donné vraiment la performance la plus... Je pense la meilleure performance de toute la saga, vraiment. Car passer d'un personnage qui a l'air entièrement antipathique envers les héros, qui a l'air détestable, à un des personnages les mieux écrits de la saga et des plus aimés, il fallait certes un grand talent d'écriture qu'on doit à J.K. Rowling pour le faire, mais il fallait aussi un très grand talent d'acteur pour l'interpréter à l'écran. Donc voilà, c'était mon petit mot pour Alan Rickman. Le deuxième petit mot, c'est je vous souhaite une très bonne année 2016. C'est un peu en retard, je sais, il a mal commencé, je sais, mais j'espère pour la suite que ça ira bien. Et voilà. Donc voilà, je vous dis à la prochaine étant demain. Salut à toutes et à toutes. C'était donc la critique d'Harry Potter et ça fait très plaisir d'être de retour. Et ciao.